Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais fondre puisque clairement j'habite sous les toits, donc à Paris il fait déjà extrêmement chaud. Je vous retrouve pour vous parler de l'intelligence vu que c'est un sujet que nous avons abordé durant tout le semestre en psychologie différentielle et c'est un sujet vraiment passionnant, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc je vais vous partager toutes les notions les plus importantes que j'ai vues dans mon cours et qui sont vraiment, comme je disais, super intéressantes. Donc je vais commencer par la définition de l'intelligence. J'ai pris deux définitions qui me semblaient pertinentes. Déjà celle de Klein en 1991 qui est la capacité à apprendre, comprendre, s'adapter à de nouvelles situations. Et celle de Wechsler en 1995 qui est la capacité générale qu'a un individu de comprendre et de maîtriser le monde qui l'entoure. Donc je vais vous afficher le minutage pour que vous puissiez voir quels thèmes seront abordés, même si bien évidemment je vous conseille de regarder toute la vidéo. La fin du 19e siècle voit apparaître les balbutiements des mesures de l'intelligence. Les scientifiques mesuraient des habiletés physiques et mentales comme le temps de réaction, la mémoire visuelle des lettres, mais aussi la force de pression de la main, l'exactitude d'un rythme suivi ou encore la rapidité d'un coup frappé. En 1901, Clark Wissler sort un livre qui remettra en question l'unité recherchée entre ces différents tests. Il se nomme « Corrélation des tests mentaux et physiques ». Il analyse alors la fidélité interne des tests et en arrive à une conclusion. Il n'y a pas de corrélation entre les habiletés physiques et mentales. Il en est de même entre les mesures d'habileté mentale de l'époque et les résultats scolaires. Des résultats de recherche qui seront commentés et confirmés par Alfred de Binet, qui critiquera tout de même sa méthodologie. Ensuite, il y a eu Alfred Binet, qui est un psychologue français assez connu, qui a réfléchi justement à cette notion d'intelligence puisqu'il y avait de fortes demandes concernant la scolarité, certains parents qui se demandaient s'il y avait un rapport entre l'intelligence et l'échec scolaire ou autre, et donc il a essayé de créer une échelle métrique de l'intelligence mais sans se baser sur des tests scolaires. Et donc ensuite il y a eu une notion d'âge mental qui a été créée, c'est le résultat de ces tests justement d'échelle métrique, et bien il en résulte un âge mental de l'individu. Et cette notion d'âge mental, cette expression d'âge mental est encore restée de nos jours, vu qu'on l'entend beaucoup dans les cours d'école, par exemple un âge mental de 2 ans ou autre. L'un des problèmes concernant l'âge mental est la non-linéarité de l'acquisition des capacités cognitives. Puisque dans l'enfance, il y a une certaine linéarité, donc la notion d'âge mental peut avoir une raison d'être, mais par la suite, les capacités cognitives peuvent décroître pour certaines, donc l'âge mental n'a plus vraiment de sens. Et par la suite, il y a eu, je crois que c'était Stern, qui a justement identifié un calcul du QI. Donc c'est en 1912 qu'il a identifié ce calcul, et ce calcul c'est l'âge mental sur l'âge réel fois 100. Donc ensuite, comme je le disais, il y a un concept unitaire de l'intelligence qui était recherché, notamment grâce en mathématiques à ce que l'on appelle l'analyse factorielle, c'est-à-dire essayer d'élaguer, essayer de supprimer les facteurs latents et ne garder que les items qui sont corrélés entre eux, qui forment le noyau dur du concept. Et c'est là que Spearman a identifié le facteur G, et c'est ce noyau dur de l'intelligence, c'est ce qui fait la cohérence et l'unité d'intelligence, et il a élagué tous les concepts autour qui n'étaient pas corrélés aux tests principaux qui formaient justement ce facteur G. Mais ensuite, il y a d'autres personnes qui justement trouvaient ça dommage d'élaguer autant de notions qui, selon ces personnes, n'avaient pas de corrélation avec le noyau dur de l'intelligence, parce qu'ils trouvaient que c'était une certaine forme de suppression de la diversité et de la grandeur de l'intelligence, d'essayer de supprimer tous ces facteurs latents et ne garder que les facteurs corrélés entre eux, puisque selon leur définition, eh bien, ces facteurs latents parfois pouvaient être inclus sans avoir de rapport avec les autres. Et donc c'est là que Thurston a identifié des aptitudes primaires. Donc les aptitudes primaires se comportent comme une unité fonctionnelle très présente dans certains tests et presque absente dans d'autres. Donc il a identifié 7 aptitudes primaires: la compréhension verbale, la fluidité verbale, le numérique, le spatial, la mémoire, la vitesse perceptive et le raisonnement. Ensuite, il y a eu la notion d'intelligence multiple qui est arrivée et qui est d'ailleurs actuellement assez, on va dire, revenue dans le développement personnel, etc., mais qui n'est pas réellement bien étayée méthodologiquement, empiriquement parlant, etc.
C'est une notion qui est revenue, enfin plutôt arrivée avec Gardner en 1983. Il a identifié l'intelligence linguistique, l'intelligence musicale, logico-mathématique, spatiale, kinesthésique, intrapersonnelle, interpersonnelle, et un peu plus tard il a rajouté l'intelligence naturaliste et existentielle et spirituelle. Ensuite, en 1966, nous avons Horn et Cattell qui ont identifié l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée, qui sont des notions assez intéressantes, dont je vais vous lire les définitions. Il y a déjà l'intelligence fluide, c'est des aptitudes au raisonnement logique, inductif et déductif, influencées par des facteurs bio et neuro et par l'apprentissage. Elle se mesure par le raisonnement non verbal, donc par exemple on pourrait considérer des matrices et le raisonnement spatial comme une intelligence fluide. Et ensuite il y a l'intelligence cristallisée, ce sont des aptitudes reflétant des connaissances acquises et dépendant largement d'influences environnementales. Elles se mesurent par les connaissances de la langue, le vocabulaire, la culture et le raisonnement mathématique. Si l'on veut observer le comportement de ces deux intelligences au cours du temps pour un même individu, il y a l'intelligence fluide qui, elle, croît jusqu'à 25 ans puis décroît jusqu'à la mort de l'individu, et l'intelligence cristallisée qui se comporte davantage comme un capital accumulé, qui croît assez rapidement jusqu'à 25 ans puis qui se stabilise jusqu'à la mort tout en continuant légèrement à augmenter. Ensuite, nous avons eu les échelles de Wechsler qui sont encore utilisées aujourd'hui mais qui ont été inventées en 1955. Bien évidemment, elles sont réactualisées assez fréquemment, mais d'ailleurs je vous ferai une autre explication par la suite puisqu'il faut les réactualiser vu que le QI évolue. Et il y a tout d'abord le WISC qui est pour les personnes de plus de 17 ans, donc grosso modo les adultes, et le WISC qui est pour les personnes de moins de 6 ans. Donc pour vous donner un exemple, pour le WISC 4 qui est pour les adultes, il y a la compréhension verbale et le raisonnement perceptif qui sont identifiés, et donc ça c'est l'indice d'aptitude générale, mais après il y a également la vitesse de traitement et la mémoire de travail. Donc globalement le QI est en corrélation positive avec à peu près de tout de positif, c'est-à-dire la réussite scolaire, mais aussi la réussite professionnelle, la bonne santé, puisque on considère que les personnes qui ont un QI plus élevé vont mieux prendre leur traitement, mieux comprendre les enjeux, comment fonctionne leur maladie, etc. Et après il y a justement pas mal de mythes par rapport à ça, puisque il y a l'idée qui court comme quoi les personnes avec un haut QI sont souvent en échec scolaire, mais c'est tout simplement parce qu'il y a un biais, c'est-à-dire que les personnes qui vont aller consulter des psychologues ou autres, c'est parce qu'elles sont mal, soit socialement, soit scolairement parlant. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent les idées reçues comme quoi les surdoués ratent scolairement parlant ou sont nuls socialement parlant, alors qu'en réalité c'est juste qu'il y a un énorme biais puisque les personnes qui se font diagnostiquer sont des individus qui déjà vont mal, puisque si tout va bien dans notre vie, eh bien on va pas aller voir un psychologue. Donc c'est pour ça qu'il y a sûrement un certain nombre de personnes surdouées qui vont extrêmement bien, puisque les études le prouvent, ces personnes réussissent mieux à l'école, je crois même mieux dans le social, mais je n'ai pas ça dans mon cours donc il faudrait que je recherche. Mais elles sont en corrélation positive avec tout, mais c'est juste qu'il y a ce gros biais qui est très présent dans les médias notamment. Ensuite il y a l'intelligence sociale, puisque justement elle n'était pas mesurée par le QI, et Vernon a donné une définition en 1933, c'est comprendre et gérer les humains et agir judicieusement dans les relations humaines. Aptitude à s'entendre avec les gens en général, technique sociale ou aisance en société, les connaissances des questions sociales, la sensibilité aux stimuli d'autrui, ainsi que la perception des humeurs d'autrui. Donc il y a un test d'intelligence sociale qui est de Guilford et O'Sullivan en 1978. Donc il y a différentes épreuves. Déjà il y a l'épreuve des histoires à conclure. Après il y a l'épreuve des groupes d'expression. Donc ce sont des personnes qui vont faire une certaine tête et il faut essayer de voir quelle réaction il faut avoir par rapport aux émotions perçues de cette personne. Ensuite il y a l'expression verbale, mais également des histoires à compléter. Mais le problème c'est que cette intelligence est assez difficile à évaluer en laboratoire, puisque justement c'est un petit peu le principe de cette intelligence, c'est que c'est une intelligence du quotidien, et lorsque l'on est dans un contexte de laboratoire, eh bien les individus ont tendance à changer leur comportement. Ensuite il y a la notion d'intelligence émotionnelle qui a aussi été beaucoup vulgarisée, qui est vraiment arrivée dans les consciences publiques. Donc ça a été plutôt vulgarisé par Goldman en 1995 puisqu'elle avait sorti un livre à ce sujet.
Et je vais définir ce concept. Donc il y a Peter et Salovey et aussi John Moyer qui en 1990 ont défini ce concept comme la capacité à contrôler ses émotions et ses sentiments et ceux des autres, les distinguer entre eux et utiliser cette affirmation pour orienter ses pensées et gestes. Il y a aussi Bar-On qui en 1997 disait que c'est comprendre et interagir avec autrui. Donc on pourrait dire qu'il y a 3 grands pôles dans l'intelligence émotionnelle. Le premier étant de percevoir les émotions des autres et de les comprendre. Donc non seulement les émotions des autres, mais aussi les émotions transmises dans l'art. Le deuxième point, c'est arriver à intégrer ces émotions dans ses processus cognitifs. Comprendre ses propres émotions et arriver à les intégrer à ses raisonnements logiques ou autres. Et le troisième point, c'est arriver à comprendre ses propres émotions, à les communiquer, à vraiment arriver à décortiquer ce que l'on ressent ou non, puisqu'il y a des personnes qui ont réellement du mal. Donc il y a différents tests qui sont sortis par rapport à l'intelligence. Il y a le multifactor emotional test, qui consiste par exemple à reconnaître les émotions sur des visages et savoir adapter les siennes. Donc ensuite il y a le deuxième questionnaire qui est un auto-questionnaire qui s'appelle l'Emotional Quotient Inventory, qui est le EQI 2.0 qui a été créé en 2012, donc ce qui est assez récent. Il mesure la perception de soi, l'expression individuelle, les relations humaines, la prise de décision et la gestion du stress. Le problème de ces tests-là, c'est que déjà il y a une corrélation positive avec la personnalité de 0,5, ce qui est quand même beaucoup, et normalement si on mesure quelque chose, un concept, il n'est pas censé être corrélé avec la personnalité. Si l'intelligence était corrélée avec la personnalité, c'est qu'on ne mesure pas réellement l'intelligence. Et bien là, c'est la même chose. Le deuxième problème, c'est le fait que ce deuxième test soit un test d'auto-évaluation. Ce qui fait que les personnes peuvent avoir par exemple un biais de désirabilité sociale, même si ce biais peut se mesurer, c'est quand même assez complexe, le fait que les personnes puissent répondre par rapport à ce qui est désirable socialement de répondre. Et le troisième point est le fait qu'il n'y a aucune corrélation, enfin du moins une très faible corrélation entre ces deux tests, tandis qu'ils sont censés mesurer la même chose. Donc il y a un petit problème que ces deux tests ne soient pas corrélés. Donc maintenant nous allons parler de l'héritabilité de l'intelligence. Donc on va commencer par aborder les maladies qui ont un grand impact sur le QI. Donc déjà la trisomie 21 qui est environ de 0,5 naissances sur 1000, même si je crois que c'est 2 grossesses sur 1000, mais sauf qu'il y a un certain nombre d'avortements, et qui concerne davantage les garçons que les filles. Donc le problème c'est qu'il n'y a pas seulement un impact psychique mais également un impact physiologique. Ces personnes ont de graves problèmes intestinaux, de graves problèmes cardiaques, etc. Ce qui fait que sans la médecine actuelle aussi développée, elles ne vivraient pas très longtemps, et encore maintenant elles n'ont pas une espérance de vie aussi longue que la moyenne. Et après cela pousse aussi à certains problèmes, notamment au niveau de la mémoire du travail, la mémoire à court terme, l'attention, les fonctions exécutives, etc., etc. Et ces personnes ont généralement rarement un QI au-dessus de 70. Ensuite nous avons le syndrome de l'X fragile qui concerne un problème de connexion nerveuse et qui concerne 0,2 naissances sur 1000. Donc là encore je crois qu'il y a plus de garçons que de filles qui sont atteints. Et cela concerne aussi autant le physiologique que le psychique. Donc ces personnes-là vont avoir des crises d'épilepsie, vont avoir un certain nombre de problèmes physiologiques, aussi des problèmes au niveau des yeux ou autres. Et au niveau psychique vont avoir des problèmes d'attention, d'anxiété, mais aussi de mémoire à court terme, mémoire de travail. Ah oui, j'ai oublié de rajouter que dans cette maladie, le QI des filles est d'environ 70 à 80 et celui des garçons est dans les alentours de 40-50. Donc là, il y a une différence entre le QI des filles et des garçons qui est plutôt à l'avantage des filles, mais ce qui baisse vraiment le QI général justement des garçons, le fait qu'ils aient plus de maladies qui entraînent un QI très bas. Donc l'outil de choix pour essayer de mesurer l'héritabilité de l'intelligence, c'est d'essayer d'identifier des vrais jumeaux et de voir leur évolution, leur corrélation d'intelligence entre eux, avec leur famille, etc. Vu que pour le coup ils ont le même matériel génétique. Donc là il suffit d'identifier des jumeaux monozygotes. Par contre les vrais jumeaux sont extrêmement rares, puisque déjà il y a 25% de jumeaux monozygotes, mais des vrais jumeaux qui ont fait toute la grossesse dans la même poche ne sont que 1% dans les 25% de jumeaux monozygotes.
parce qu'il y a un certain nombre de jumeaux qui font qu'une partie de la grossesse dans la poche ensemble, donc ils n'ont pas exactement le même environnement d'un point de vue de la grossesse, donc voilà, ça a un petit peu moins de valeur d'un point de vue scientifique, mais bon, c'est quasiment la même chose. Et justement, on observe une énorme corrélation entre les jumeaux, donc que ce soit des jumeaux monozygotes ou dizygotes d'ailleurs. Les jumeaux monozygotes, donc c'est une étude de Segal et Johnson en 2009, mais toutes ces études sur les jumeaux ont déjà commencé en 1924 avec Merriman. Donc la corrélation entre les jumeaux monozygotes est de 0,86, donc le maximum c'est 1, ce qui veut dire que c'est vraiment énorme. Et la corrélation d'intelligence entre les jumeaux dizygotes est de 0,60 et elle est de 0,40 pour les frères et sœurs classiques. Donc ensuite il y a eu une méta-analyse qui a identifié que 54% de l'intelligence serait héritée génétiquement, mais après il y a d'autres analyses qui diraient que ça tendrait à être plus. Je dirais qu'en général on peut voir entre 50 et 80%, ce qui est quand même vraiment beaucoup. Et ensuite il y a l'effet Wilson. Et l'effet Wilson c'est extrêmement intéressant, c'est le fait que l'héritabilité de l'intelligence augmente avec le temps de vie de l'individu. C'est-à-dire que plus l'on vieillit, plus notre intelligence se rapproche de celle de nos parents. C'est vraiment incroyable, comme s'il y avait une forme de retardateur dans l'expression génétique, ce qui fait que plus on vieillit, voilà, plus notre QI se rapproche de celui de nos parents. Et on aurait plutôt pensé à l'inverse, le fait que ce soit plus l'environnement qui, au fil de notre vie, impacte notre QI, mais non, c'est plus la génétique qui s'exprime avec retardement. Donc à contrario, la personnalité a une héritabilité par ordre de comparaison de 39% et elle ne possède pas d'effet Wilson, c'est même plutôt l'inverse, les personnes sont de plus en plus influencées par leur environnement. Et ensuite les chercheurs ont essayé d'identifier l'influence de l'environnement sur l'intelligence, et là encore les jumeaux monozygotes sont vraiment on va dire des cas d'études de choix, vu qu'il suffit d'en faire adopter un par une famille et l'autre par une autre famille qui sont différentes pour essayer de voir s'il y a une différence notable sur l'intelligence. Et il n'y a vraiment pas réellement une énorme différence entre les jumeaux qui sont élevés dans la même famille et des jumeaux qui sont élevés dans des familles différentes. La différence est vraiment moindre, ce qui prouve encore le fait que l'intelligence est grandement héritée et peu influencée par l'environnement, même s'il y a une certaine influence quand même. Mais après, il y a quand même des biais dans cette étude, le fait qu'il y ait peu d'effectifs, puisqu'il y a peu de jumeaux monozygotes qui sont adoptés dans des familles différentes et dans lesquelles on peut suivre son évolution, suivre aussi quel est l'environnement familial, quelle est la classe de la famille, est-ce que c'est des classes totalement différentes ou non, parce qu'en général les personnes qui adoptaient avaient une certaine classe et donc on pourrait se dire que l'environnement n'est pas si différent. Aussi le fait que dans le milieu intra-utérin avant la naissance il peut y avoir déjà eu des différences qui peuvent expliquer les petites nuances. Et puis il y avait aussi un autre biais, c'est qu'à cette époque aux États-Unis les enfants étaient donnés à des familles qui avaient une proximité dans le mode de vie des parents qui avaient fait ces enfants qui ont été adoptés. C'est-à-dire que si j'étais un enfant noir d'une famille pauvre et que j'étais mis sur le marché entre guillemets de l'adoption, eh bien ils allaient essayer de trouver une famille de personnes noires pauvres pour ressembler, on va dire, à la famille qui a créé biologiquement l'enfant. Et donc ça biaisait en quelque sorte les études, puisque on va dire qu'il n'y avait pas d'énorme différence entre les deux jumeaux s'il y avait ce principe qui était appliqué, vu que dans les deux cas ils cherchaient le même type de famille. Et puis après un autre biais, c'est dans le cas des jumeaux qui sont élevés dans la même famille, il y a aussi un environnement qui est non partagé, c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'environnement familial qui est partagé, mais aussi l'environnement non familial comme les amis ou peut-être l'école qui peut être différente ou autre. Alors maintenant on va passer au point que tout le monde attend, c'est-à-dire l'effet Flynn, qui a été notamment identifié par Larrivée, qui a fait une méta-analyse et qui a identifié le fait que depuis les années 30, eh bien, il y a une augmentation de 2,3 points de QI toutes les décennies. Et on restandardise les tests par pays pour garder toujours une moyenne de 100 pour les tests de QI. Mais cela n'empêche qu'il y a une augmentation qui est observée chaque décennie de 2,3 points, ce qui est quand même beaucoup. Donc Larrivée a identifié 7 points environnementaux qui auraient pu influer justement sur cette hausse du QI assez constante. Déjà le fait que nous avons un environnement qui fait qu'on nous pousse à nous améliorer cognitivement parlant. Bon, certains vont débattre ce point, mais je fais que répéter ce qu'il dit. Notamment le fait qu'on nous pousse à se dépasser,
vouloir toujours plus intellectuellement parlant ou autre, cela pourrait faire que justement ça améliore notre QI. Après, le deuxième point, c'est le fait que nous sommes dans une ère où on passe beaucoup de tests et notamment, mine de rien, le fait de passer des tests, ça nous entraîne et cela fait que on peut plus facilement réussir des tests de QI puisqu'on a plus l'habitude justement de passer des tests, notamment scolairement parlant. Ensuite, un autre point, c'est la scolarisation qui est de plus en plus précoce et assez soutenue jusqu'à un certain âge et qui peut influer sur le gain de QI. Ensuite, nous avons aussi la santé, puisque le fait d'avoir une bonne santé, une bonne nutrition ou autre fait que c'est plus simple d'avoir une bonne santé mentale et aussi un bon QI, puisque des personnes mal nourries ou avec des carences ou autres peuvent avoir un déficit au niveau du QI, ou alors des femmes enceintes qui ont des carences peuvent créer un déficit au niveau du QI de leurs enfants. Et donc voilà, tout ceci fait que, mais ça j'en parlerai un petit peu plus par la suite, que ça a pu impacter justement le QI. Ensuite, il y a également le fait que nous sommes dans une société industrielle, ce qui fait que nous sommes habitués depuis assez tôt à voir plein d'objets assez intrigants dans notre quotidien et par exemple une horloge ou un feu rouge ou plein d'objets qui nous stimulent intellectuellement et qui font qu'on doit clairement s'améliorer intellectuellement pour les comprendre. Toujours dans la même logique, les parents stimulent de plus en plus leurs enfants depuis un très jeune âge et ça joue vraiment beaucoup dans le développement des capacités cognitives. Et pour finir, il y a le nombre et la complexité des médias visuels, même si un abus de ces mêmes médias peuvent faire parfois l'effet inverse, mais ça c'est pas lui qui le dit, j'ai vu ça dans d'autres études. Mais sinon ça pousse à stimuler des capacités intellectuelles. Après personnellement j'aimerais bien ajouter peut-être l'augmentation des avortements pour certaines maladies mentales qui poussent à avoir un QI extrêmement bas, par exemple justement la trisomie ou l'X fragile. Si on a moins d'enfants qui ont des QI extrêmement bas, et bien ça augmente la moyenne générale. Mais bon, je sais pas si ça a réellement un impact effectif, et puis en plus ça fait un certain temps quand même que les femmes avortent assez fréquemment pour ce genre de cas, donc je pense qu'au bout d'un moment les statistiques se seraient stabilisées sur ce point précis. Maintenant nous allons parler de l'effet film négatif, puisque depuis fin 20e, début 21e siècle, eh bien nous commençons à avoir un effet film qui devient négatif. Donc il y a tout un alarmisme autour de ça et justement je voulais décortiquer un petit peu ça avec vous. Notamment j'ai commencé par regarder le documentaire Arte Demain tous crétins qui avait fait un certain scandale à l'époque lorsqu'il était sorti. Et c'est d'un documentaire plutôt intéressant qui relate déjà le fait que dans l'histoire, eh bien justement un certain nombre de carences ont amené à des problèmes mentaux, des problèmes de baisse de QI des enfants, notamment des carences en iode, qui faisait qu'il y avait certains enfants qui étaient atteints de crétinisme, d'où le nom crétin, mais c'était des personnes qui même physiquement, on voyait qu'il y avait un certain impact, c'était des personnes toutes petites, parfois avec un gloître, donc c'est une sorte de poche vers le cou, et qui avaient des problèmes d'hyperactivité, de QI, etc. Et ça, tout se jouait dans la grossesse de la mère. Si la mère était carencée, eh bien c'était trop tard, l'enfant allait avoir un crétinisme. Bon, c'était pas forcément systématique, mais dans de nombreux cas. Et lorsqu'ils se sont rendus compte de ça, et bien au final c'est assez simple à traiter, mais c'est juste qu'on ne savait pas que ça venait de ça. Et après ils ont identifié un certain nombre de problèmes sanitaires ou de problèmes alimentaires ou autres qui peuvent impacter sur le QI, et selon eux justement cette baisse de QI globale dans la population, l'effet film négatif, est lié à tous ces produits chimiques qui nous entourent, tous ces produits qui sont présents tout le temps, c'est-à-dire dans la grossesse de la mère, la naissance du bébé, le fait que quand on grandit, il y a toujours des produits chimiques, des pesticides, des produits dans l'alimentation, plein de produits différents. Ils ont pris l'exemple des produits anti-flammes qui étaient obligatoires aux États-Unis pendant un certain temps dans plein d'objets différents et qui à un moment donné étaient même dans les pyjamas des enfants, même si ce n'était pas obligatoire. Il y avait un certain nombre de parents qui avaient acheté des pyjamas anti-flammes, enfin anti-brûlure à leurs enfants, c'est-à-dire que si la maison brûlait, c'était censé ralentir les flammes. Et en fait c'est clairement une bombe à retardement ce genre de vêtements, puisque tous les produits chimiques infiltraient directement le corps de l'enfant et ça crée des risques de cancer vraiment énormes.
Et donc quand ils se sont rendus compte de ça, ils ont interdit les pyjamas anti-flammes, mais justement ces ralentisseurs de flammes étaient encore vraiment présents dans tous les objets de la maison et créaient des impacts aussi au niveau de la thyroïde, des impacts endocriniens, et ce qui crée aussi des impacts au niveau potentiellement du QI des futurs descendants des femmes qui ont été plutôt mises devant ces produits et qui ont eu leur grossesse avec ces produits tout autour d'elles et qui ont accouché avec tous des objets de puériculture qui étaient imbibés de ces produits, parce qu'il y en avait vraiment partout, même pour les objets pour enfants étaient imprégnés de ces produits. Et l'ironie dans tout ça, c'est que au final ils se sont rendus compte que ces produits ralentisseurs de flammes ne marchaient même pas vraiment. Donc ensuite ils ont aussi identifié le fait que aux États-Unis il y a de grandes zones avec beaucoup de champs de pesticides, etc., et que ça pouvait créer plus de cas d'autisme. Donc comme souvent l'autisme c'est lié à une baisse des capacités intellectuelles, forcément ça baisse la moyenne générale, mais aussi de l'hyperactivité ou autre. Et donc voilà, c'est un documentaire très alarmiste et je ne doute pas sur l'impact négatif de toutes les substances chimiques ou autres. Donc face à ce documentaire assez alarmiste, il y a une réponse dans le magazine Cerveau et Psycho, une réponse qui s'appelle Demain tous crétins ou pas, qui a été écrite, comment il s'appelle, par Franck Ramu, qui est directeur de recherche laboratoire de sciences cognitives. Et donc lui déjà il considère que c'est un petit peu on va dire alarmiste, puisque justement il a étudié des méta-analyses ou autres sur le sujet, et déjà les études sur lesquelles il se base pour aborder l'effet Flynn sont des études qui ont été uniquement réalisées sur des pays scandinaves ou d'Europe du Nord ou autres, et qui n'ont pas pris en compte l'ensemble de la planète, et notamment pas les États-Unis, puisque le QI aux États-Unis continue d'augmenter, alors que l'étude justement qui englobait le reportage, l'étude était uniquement toutes les études étaient uniquement réalisées aux États-Unis sur les pesticides, sur tous les impacts qui liaient à cette baisse de QI étaient réalisés aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis il n'y a pas de baisse du QI. Donc déjà il trouvait qu'il y avait une certaine dissonance justement entre le reportage et la baisse du QI, vu qu'aux États-Unis c'est vraiment le royaume de la malbouffe, des produits chimiques, etc. Et ensuite il s'est aussi rendu compte que justement cette baisse de QI était plutôt un plafonnement du QI qu'une réelle baisse, puisqu'il a vu une méta-analyse d'un certain nombre de pays, je crois 31, et il se rendait compte que c'était pas réellement une baisse, c'était plus une forme de stagnation générale. Et puis aussi on observe que la baisse de QI dans certains pays n'est pas réellement homogène. Par exemple dans les pays d'Europe du Nord, il peut y avoir une baisse en logique mais pas en aisance verbale, et c'était le cas dans les années 70 pour la Norvège qui avait baissé son niveau de logico-mathématiques, mais on s'était rendu compte qu'il y avait une corrélation avec le changement de programme scolaire en mathématiques dans ces mêmes années-là. Et concernant la France par exemple, on a observé une diminution du gain de QI en 2010 pour le VICE 4, donc c'est-à-dire pour les adultes, mais l'augmentation continue pour les enfants avec le VISC. Donc on pourrait se dire que par prudence scientifique, il ne vaut mieux pas courir aux conclusions qu'on va tous devenir idiots demain, mais tout simplement, justement le chercheur dans cet article nous dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et que au même titre que la taille, l'humain a vraiment grandi avec le temps. Il y a un certain nombre de dizaines d'années, et bien l'humain était beaucoup plus petit en moyenne, mais sauf que maintenant on se stabilise au niveau de la taille et ça ne choque personne. Bien ils disent c'est peut-être pareil au niveau du QI, c'est-à-dire qu'on a augmenté pour s'adapter aux nouvelles exigences de notre société industrielle, mais peut-être que juste on est en train de stagner et de se stabiliser, mais que forcément il y a des fluctuations statistiques, puisque on va pas juste s'arrêter et se stabiliser exactement à un point de QI près, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites fluctuations, mais juste qu'on n'a pas encore assez de recul pour voir si il s'agit vraiment d'une baisse sur le long terme ou s'il s'agit purement et simplement d'une fluctuation. Donc ils pensent que c'est juste une récupération médiatique un peu alarmiste, même si forcément tout ce qui concerne les produits toxiques c'est vraiment problématique, mais tout le message derrière de la baisse durable du QI et le fait qu'on va tous devenir idiots, et même une personne dans le reportage qui disait que ce serait horrible pour l'économie si on perdait tous des points de QI, d'ailleurs j'étais même pas forcément d'accord avec lui, mais bon, enfin, je veux dire il y a une vision très justement alarmiste qui n'a pas lieu d'être d'un point de vue scientifique. On peut légitimement également se questionner sur les tests d'intelligence, est-ce qu'ils arrivent vraiment à mesurer
une intelligence identifiable, puisqu'il y a notamment une citation qui a été identifiée de manière apocryphe à Binet, qui est « L'intelligence, c'est ce que mesure mon test », c'est-à-dire est-ce qu'au final on ne définit pas l'intelligence par les tests plutôt que définir les tests par le concept d'intelligence. Et c'est vraiment un grand questionnement, puisqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas réellement une grande corrélation entre un test d'intelligence effectué à un âge par exemple assez jeune et un test d'intelligence effectué à l'âge adulte. Tant qu'on pourrait se dire que normalement il devrait y avoir une forme de corrélation parfaite quand il y a un changement de test, par exemple lorsqu'on passe du VISC au VICE, il devrait y avoir une corrélation parfaite, mais en réalité la corrélation n'est pas forcément très probante. Et ils ont identifié une certaine corrélation avec un test qui est réalisé sur les nourrissons entre leur niveau de curiosité au niveau des nouveaux objets et leur intelligence future, mais pour les autres tests, la corrélation n'est pas toujours très bonne de manière intergénérationnelle et ça pose réellement question sur la fiabilité de ces tests. Concernant la différence d'intelligence entre les hommes et les femmes, il y a Hyde qui a réalisé une méta-analyse de 46 études qui s'est rendu compte qu'il n'y avait pas spécialement de différence entre les hommes et les femmes au niveau de la moyenne du QI. En revanche, il y a une différence concernant la dispersion du QI, c'est-à-dire que les hommes ont un QI à la fois très faible, à la fois très élevé. Voilà, il y a des dispersions vraiment assez larges du QI, alors que les femmes ont plus un QI qui est concentré vers la moyenne. Après, il y a des différences notables sur certains domaines assez précis. Par exemple, en mathématiques, la projection spatiale, les hommes sont plus forts, et dans le domaine verbal, l'aisance verbale, la fluidité verbale, les femmes sont en moyenne plus fortes. Donc voilà, hormis ces détails, on va dire, de manière globale, il n'y a pas de différence assez notable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à écrire un commentaire et à bientôt.